Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir à cette session consacrée à la PrEP. La PrEP, cet outil de prévention qui a connu un développement rapide et qui a permis de maîtriser l'infection, ou en tout cas de commencer à la maîtriser dans les zones où elle était développée et déployée. Et on pouvait déjà voir l'effet de ce nouvel outil, notamment au niveau des HSH dans les grandes métropoles, et son développement et son extension aux autres populations promet d'un jour de pouvoir contrôler l'épidémie en conjonction avec les autres moyens de prévention. Cette session va se concentrer sur les avancées techniques et aussi les avancées de déploiement de cet outil afin de mettre en évidence comment il peut être accessible au plus grand nombre et comment il peut vraiment intégrer le panel d'outils que nous avons à notre disposition. Pour ouvrir cette session, j'ai le plaisir d'introduire le professeur Larmarange qui est rattaché à l'URB et qui va nous présenter les avancées, notamment au niveau de l'accès à ce nouveau moyen de prévention et comment est-ce qu'il peut être facilité pour les populations les plus à risque. On va envoyer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Joseph Larmarange, je suis démographe de santé publique à l'IRD. Aujourd'hui, on m'a invité à vous faire une mini-lecture sur comment déployer la PrEP. Alors, avant de commencer, j'aimerais signaler l'excellent ouvrage de la FRAVI, VIH, hépatite virale et santé sexuelle, qui est sorti cette année, disponible gratuitement en ligne, dont toute une section est consacrée à la prévention du VIH et avec un chapitre dédié justement à la prophylaxie pré-exposition. Plusieurs essais thérapeutiques, en particulier l'essai ANRS Hypergay en France et l'essai PROUD en Angleterre, ont démontré qu'un traitement antirétroviral à base de tenofovir, lorsqu'il était correctement pris par des personnes séronégatives, était efficace pour prévenir la transmission sexuelle du VIH. Depuis novembre 2015, l'OMS recommande d'ailleurs la PrEP orale comme outil de prévention pour les personnes à risque substantiel, qu'il s'agisse d'une PrEP à base de tenofovir seul ou de tenofovir et anthricibacine, ce qu'on appelle également le Truvada. Dans plusieurs régions du monde où la PrEP a été massivement déployée, et notamment où les homosexuels masculins représentent une part importante de l'épidémie, une baisse des nouvelles infections a été observée ces dernières années, que ce soit à San Francisco, en Île-de-France ou en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Aujourd'hui, on reconnaît deux schémas de prise de PrEP. Tout d'abord, un schéma dit en PrEP continue. Il s'agit de prendre un comprimé par jour pour être protégé, et on considère qu'il faut en général 7 jours de prise avant d'avoir une protection effective, notamment chez les femmes. Un deuxième schéma que l'on appelle aussi Event-Driven PrEP ou schéma 2-1-1 consiste à prendre 2 cachets au moins 2 heures avant une prise de risque, puis de répéter un cachet le lendemain et un cachet le surlendemain. Ce type de schéma, qui a été notamment testé dans le cadre de l'essai français Hypergay et dans la cohorte francilienne Prévenir, a amené l'OMS à le reconnaître à partir de juillet 2019, mais uniquement pour les homosexuels masculins. Alors, ce qu'on a pu voir dans l'ensemble des essais et des programmes de PrEP, c'est que la PrEP, ce n'est pas que la PrEP. En plus de la provision du traitement prophylactique, on voit également que les programmes de PrEP offrent une série de services, qu'il s'agit d'un dépistage régulier, en général trimestriel du VIH, mais également un dépistage des IST et leur prise en charge, à minima le dépistage de l'hépatite virale B et dans certains cas sa prise en charge, mais également fournir aux participants une dotation en préservatifs, en gel et un accompagnement individualisé et des conseils. Alors, la PrEP, selon les recommandations OMS, est à destination des personnes dites à risque substantiel. L'OMS définit les personnes à risque substantiel comme étant les personnes appartenant à des groupes où le risque d'acquérir le VIH, donc où l'incidence est supérieure à 3% en l'absence de PrEP. En un certain sens, ces personnes à risque substantiel correspondent à ce que l'on appelle usuellement les populations clés. La question est de savoir si ce sont les populations que l'on recrute dans les programmes de PrEP. Alors, majoritairement, dans les programmes de PrEP, ce que l'on a vu, c'est un recrutement de personnes qui sont à fort risque, mais
Si je prends la cohorte Prévenir en Île-de-France, avec plus de 3000 personnes recrutées, il apparaît que 99% des personnes sont DHSH avec un âge médian de 35 ans. On a donc très peu d'autres populations dans cette cohorte. Dans le programme Dreams mené au Kenya, qui vise les jeunes filles et les adolescentes, qui sont une population particulièrement exposée dans cette région du monde, on se rend compte, de même que dans d'autres programmes visant les jeunes filles, une très faible rétention à 3 mois, puisqu'elle est ici de seulement 37%. Après, d'autres programmes ont essayé de cibler les travailleuses du sexe, comme cette étude au Bénin menée à Cotonou. Là encore, sur cette population particulièrement mobile, on a des difficultés à recruter et à maintenir dans la PrEP des travailleuses du sexe, avec ici une rétention de seulement 59%. De manière générale, on a des difficultés à recruter les jeunes HSH, les travailleuses et les travailleurs du sexe, les personnes transgenres, les migrants ou encore les jeunes filles et les adolescentes. La question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer d'améliorer l'accès à la PrEP? On voit différents travaux qui sont en train d'émerger pour essayer de penser à des modes de recrutement de type Respondent Driven Sampling pour cibler les jeunes HSH. On voit aussi différents types d'interventions autour de l'empowerment ou autour de consultations en santé sexuelle et reproductive pour les migrants en Île-de-France. Et pour ma part, je vais partager avec vous aujourd'hui qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans le cadre du programme PrEPSI. Alors, le programme PrEPSI NRS 12361 est un programme qui a été mis en place il y a maintenant quelques années et qui avait pour objectif d'évaluer la pertinence et les modalités d'une offre de PrEP à destination des travailleuses du sexe en Côte d'Ivoire. On a eu d'une part une enquête qualitative sur des sites prostitutionnels avec 21 entretiens individuels menés et 7 focus group, complétée d'une enquête quantitative auprès de 1000 travailleuses du sexe, enquête quantitative qui comportait à la fois un questionnaire socio-comportemental et une enquête d'incidence. Nous avons adopté une approche participative et avons travaillé en particulier avec 2 ONG communautaires ivoiriennes qui travaillent depuis de nombreuses années avec la population de travailleuses du sexe, à savoir l'ONG Aprosam dans la région de San Pedro et Espace Confiance sur Abidjan. L'enjeu était d'arriver à co-construire une offre de santé au regard des résultats de ce travail pilote. Alors, quels sont les constats que l'on a pu voir dans le projet PrEPSI? D'une part, les travailleuses du sexe restent une population exposée malgré un recours important aux préservatifs. Il y a de nombreux programmes communautaires qui ont été mis en place depuis longtemps auprès de cette population et on se rend compte qu'une majorité utilise le préservatif. Elles sont 87% à dire l'utiliser régulièrement avec leurs clients. Cependant, il y a des situations où elles n'arrivent pas à l'utiliser, que ce soit avec le partenaire régulier, mais aussi avec certains clients réguliers qu'elles vont avoir, certains clients qui sont violents et qui vont imposer un rapport sans préservatif, ou dans certains cas, notamment si elles ont eu peu de clients dans les jours précédents, lorsqu'un client va leur proposer une forte somme d'argent pour avoir un rapport sans préservatif. Et donc, même si le préservatif est utilisé dans la majorité des rapports sexuels qu'elles vont avoir, elles sont quand même environ les 2/3 à avoir déclaré au moins un rapport sans préservatif au cours des 7 derniers jours. Par ailleurs, l'enquête d'incidence nous a révélé des chiffres élevés, avec une incidence estimée autour de 3% à San Pedro et autour de 1,6% à Abidjan. Ce qui nous a surpris, c'est que, alors qu'on faisait l'hypothèse que l'incidence serait plus élevée chez les travailleuses du sexe qui venaient d'arriver sur le marché du travail car elles étaient moins à même de savoir négocier correctement l'utilisation du préservatif, en fait, nous n'avons pas observé de différence entre celles qui exerçaient depuis plus ou depuis moins de 5 ans. Autrement dit, malgré un empowerment de ces femmes et une capacité à gérer le préservatif, dans la plupart des cas, elles ont toujours des situations qui les exposent et où elles sont vulnérables. Deuxièmement, le projet PrEPSI a mis en évidence de nombreux besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive. 43% d'entre elles avaient déjà une grossesse non désirée au cours de leur vie, mais elles sont très peu utilisées une contraception. Elles sont un tiers à continuer de travailler pendant leur menstruation avec différentes techniques comme de la glace ou des morceaux de coton pour arrêter les saignements et qui sont souvent source d'infection. Et puis, les 2/3 ont déclaré avoir eu au moins une IST au cours des 12 derniers mois. Et là, il s'agit d'une déclaration et donc qui ne prend pas en compte les IST asymptomatiques. En fait, ce que pose la PrEP dans la plupart des populations avec lesquelles on travaille, c'est que du coup, elle induit une sorte de biomédicalisation du fait d'être séronégatif. Et en fait, elle nous amène à penser un suivi chronique pour les personnes qui sont séronégatives. En effet, la PrEP nécessite un suivi trimestriel.
Or, la majorité des programmes qui sont mis en place et qui sont financés ont un focus sur l'identification de nouvelles travailleuses du sexe et l'identification de nouvelles femmes positives pour les accompagner vers le soin. Donc c'est un complet changement de paradigme pour les acteurs associatifs et communautaires. Et puis on se rend compte que malgré le travail important des pères éducatrices sur le terrain, peu de travailleuses du sexe se rendent dans la clinique fixe, soit d'espace confiance, soit d'Aprosam, que ce soit pour des questions d'éloignement ou d'horaire d'inadapté, mais aussi la peur du stigma, notamment lorsque la clinique est dans un quartier différent de celui où elle travaille de manière ordinaire. Un autre retour très important à la fois des acteurs de terrain et des travailleuses du sexe que l'on a pu interviewer, c'était l'importance de ne pas séparer les soins pour les femmes qui sont séropositives et pour les femmes qui sont séronégatives. En Europe, on a en général des programmes VIH dans l'hôpital et des programmes PrEP qui sont séparés. Là, dans des interventions communautaires et notamment pour des populations aussi vulnérables et stigmatisées, le fait de proposer plutôt des consultations communes pour les femmes séropositives et pour les femmes séronégatives est une manière de ne pas indirectement dévoiler le statut et d'avoir une meilleure intégration. Donc l'enjeu, c'est de ne pas créer de services parallèles et de réduire le stigma associé aux soins. De plus, il apparaissait aussi que les femmes séropositives ont des besoins en services de santé sexuelle et reproductive, tout comme les femmes séronégatives qui pourraient être inclus dans un programme de PrEP. Enfin, penser l'intégration des différents services ensemble peut être une manière de partager des coûts et d'essayer de les réduire au niveau global. Enfin, le contexte ivoirien est marqué par une forte prévalence de l'hépatite B, avec environ 10% de la population qui est porteuse de l'antigène anti-HBs, et donc du coup, on ne peut pas faire la passe sur l'hépatite B. Or, comme vous le savez probablement, les personnes qui sont porteuses de l'antigène HBs ne sont pas éligibles à la PrEP, mais en fait, on peut leur proposer un traitement de l'hépatite B. Il se trouve que le traitement de l'hépatite B en cas d'hépatite B chronique est exactement le même que celui qu'on utilise pour une PrEP VIH, qui est le tenofovir. Autrement dit, on peut, avec un même traitement, parfaitement intégrer la gestion de ces deux de la prévention du VIH d'une part et de l'hépatite B d'autre part dans les mêmes consultations. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire et comme dans d'autres pays, le tenofovir, lorsque les personnes sont mono-infectées par l'hépatite B, est à la charge du patient. Et donc, si pour certaines populations, on commence à distribuer gratuitement du tenofovir pour la PrEP du VIH, mais que dans le même temps, les personnes qui ont besoin pour le traitement de leur hépatite B doivent le payer, on va créer un problème éthique en termes d'équité d'accès. J'aimerais ici rappeler que lors de la FRAVI 2016, il y avait eu l'appel de Bruxelles pour un accès universel à la PrEP pour toutes et tous qui en avaient besoin. Et en 2018, nous avions eu l'appel de Bordeaux pour le renforcement de la lutte contre les hépatites B et C. Nous l'avons vu, les programmes PrEP offrent plusieurs services en santé sexuelle et reproductive. Et l'on voit fleurir divers projets explorant comment étendre cette offre de services. Mais le fait que la PrEP reste la porte d'entrée pour accéder à ces services ne pourrait-il pas, paradoxalement, constituer en soi une barrière d'accès à la PrEP? En effet, on l'a vu, pour un certain nombre de personnes, il y a des enjeux autres et des besoins essentiels qui ont besoin d'être couverts avant que l'on puisse euh, aborder les questions de prévention. Et donc, il faudrait que nous adoptions des approches beaucoup plus holistiques de la santé. Et malgré les difficultés logistiques, réglementaires ou financières, ne devrait-on pas envisager de véritables centres de santé sexuelle où la PrEP en particulier et la prévention du VIH de manière plus générale seraient disponibles, mais ne seraient pas le point d'entrée pour bénéficier des services? C'est ainsi qu'est né le projet Princesse, donc le projet Princesse 12381 qui a démarré il y a un peu moins d'un an maintenant. Eh bien, il est parti des constats que je vous ai présentés et il inclut une offre élargie en santé sexuelle et reproductive qui comprend à la fois la prise en charge du VIH et sa prévention, la prise en charge de l'hépatite B et la vaccination si besoin, un dépistage et traitement des IST, une offre de contraception gratuite et de coupe menstruelle, des tests de grossesse trimestrielle et un repérage des addictions. Et cette offre élargie en santé sexuelle et reproductive est disponible dans une clinique mobile directement sur les sites prostitutionnels avec une équipe composée d'un médecin, d'un technicien de laboratoire, d'une assistante sociale et de pères éducatrices où chaque site est revisité toutes les 2 semaines et où l'ensemble des services sont disponibles dans la clinique mobile. Et nous espérons avoir des premiers résultats à partager avec vous à partir de 2021.
Au final, il faut peut-être que l'on apprenne à penser plus souvent en dehors du cadre unique du VIH. Et peut-être que la bonne manière d'aborder la prévention du VIH avec les populations clés et donc d'aborder nos programmes de PrEP, c'est de les penser dans un cadre holistique avec des approches globales centrées sur les personnes et non centrées sur le VIH lui-même. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente session. Merci pour cette première présentation. Je rappelle à nos panélistes que vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous les prendrons sur un temps d'échange après la prochaine présentation. Cette prochaine présentation sera réalisée par le professeur Charles Cadenas, qui est rattaché au CHU de Bordeaux et au CNR des IST bactériennes. Et il va faire le point sur les avancées qu'a connues la PrEP et celles qui restent à venir. Et je vous propose de découvrir son intervention tout de suite en vidéo. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être parmi vous pour cette AfraVie dématérialisée, même si on aurait préféré être tous ensemble à Dakar pour une présentation sur la PrEP de demain. Juste une petite image de la région dont je suis originaire, Bordeaux, avec le bassin d'Arcachon, une photo prise cet été, et mes 3 affiliations qui sont le CHU et l'Université de Bordeaux, ainsi que le Centre national de référence français des IST bactériennes, dont une partie se trouve à Bordeaux. Quelques mots d'introduction pour dire que cette période, bien évidemment, est très particulière, avec finalement peu de données révolutionnaires sur la prévention du VIH, dont la PrEP. En termes épidémiologiques, dans le monde, on constate une diminution du nombre de nouvelles infections VIH, ce qui est une bonne nouvelle, environ 23% de moins entre 2010 et 2019, selon la source ONU-SIDA. Pour ce qui est de la France, là aussi, il y a une diminution des cas d'infection VIH, évaluée à moins 7% en 2018. Mais quoi qu'il en soit, les stratégies préventives sont plus que jamais indispensables afin de poursuivre et d'améliorer ces tendances. Concernant la prévention du VIH, bien évidemment, le premier axe est d'améliorer le dépistage et l'autre axe est la prévention combinée, ou bien l'éventail de la prévention qui peut aller du TASP au préservatif en passant par le traitement post-exposition. Et bien évidemment, dans cet arsenal de la prévention se retrouve la PrEP, d'où l'intérêt de ce sujet sur l'avenir de la PrEP. Avant d'aller plus loin, il me semblait intéressant de resituer les différents outils de la prévention primaire en 2020. Bien évidemment, on va retrouver comme outil principal le préservatif dans différentes études chez les hétérosexuels ou les homosexuels américains avec une efficacité qui va de 70 à 80%. À noter également les études HPTN et le traitement As Prevention ou TASP, dont l'efficacité est désormais évaluée à 100% avec le nouveau concept, comme vous le savez tous, de U égale U, alors qu'on est indétectable, on ne transmet plus le VIH. Pour ce qui est de la PrEP, on a eu des données chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes européens au travers de 2 grands essais, Hypergay en France et Proud en Angleterre, avec des résultats tout à fait superposables et une efficacité à 86%. Les outils de prévention locaux et notamment utilisés chez les femmes, que ce soit les gels de ténofovir ou bien les anneaux imprégnés, et j'en parlerai tout à l'heure, ont des résultats moins bons, mais les travaux continuent avec, par exemple, pour l'anneau vaginal de dapivirine dans un essai, une efficacité qui a été évaluée à 27%. Il est donc temps de repenser la prévention du VIH avec tous ces différents outils que je viens de citer. Alors, avant d'aller plus loin, je remercie donc le meilleur d'eux, et là il s'agissait du meilleur de l'IAS 2017. Quelles sont les clés du succès de la PrEP dans le développement préclinique? Tout d'abord, il nous faut disposer d'un modèle animal adapté, mimant au plus près l'infection humaine,
Et souvent, le modèle animal utilisé, le macaque, à qui on va inoculer par différentes voies le virus et évaluer l'efficacité de la stratégie PrEP. Il faut des médicaments candidats avec, par exemple, il y en a de plus en plus, FTC, TDF, cabotegravir, TAF et ainsi de suite. Bien évidemment, la pharmacologie est indépendante afin de définir au mieux les modèles PKPD et d'extrapoler les résultats du modèle animal aux comportements génitaux humains. Quelles sont les clés du succès dans le développement clinique de la PrEP locale dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure? Tout d'abord, comme toute PrEP, il faut un niveau élevé d'observance qui est essentiel. La pardonnance avec ces traitements locaux est faible. Les données qui avaient été présentées à la CROI étaient très intéressantes, à savoir que la nature du microbiome vaginal, et notamment la dysbiose vaginale, peut avoir un effet délétère pour le ténofovir en local, avec une flore qui peut détruire le ténofovir et donc diminuer l'efficacité de la PrEP locale à base de gel. Dans la même idée, l'inflammation vaginale peut compromettre l'effet protecteur local des gels, et notamment toujours dans ces problématiques de vaginose bactérienne. Et enfin, dans les traitements locaux, si on peut avoir une efficacité multicible, c'est-à-dire efficace à la fois sur le VIH, mais également sur l'herpès virus, c'est toujours intéressant puisque l'herpès va faire le lit de l'infection VIH. Donc, in fine, on a plusieurs options. Et quelles sont les options encore étudiées en 2020? Donc, le traitement pour l'instant le plus utilisé est la combinaison FTC-TDF. J'y reviendrai un petit peu après, mais vous voyez qu'il y a plusieurs options qui sont les anneaux vaginaux, souvent imprégnés de dapivirine, les anticorps neutralisants, les gels locaux à base d'antirétroviraux, pourquoi pas le traitement de la dysbiose vaginale qui pourrait passer par un antibiotique. Et ce que l'on détaillera, ce sont ces 3 points. Les nouveaux antirétroviraux par voie orale avec notamment le TAF. Ensuite, les antirétroviraux à longue action injectables comme le cabotegravir. Et enfin, les implants d'antirétroviraux. Et on parlera surtout de l'islatravir. L'idée encore étant d'avoir une stratégie multi-ciblée comme vous le voyez ici. Alors, je vous invite à relire ou lire cette très belle revue du Lancet sur la PrEP en 2020, que l'on pourrait appeler la PrEP 2.0, qui fait une très belle overview sur les nouvelles drogues et les nouvelles technologies utilisées ou dans ce que l'on appelle le pipeline, c'est-à-dire en cours de développement. Donc, voilà un petit peu d'où l'on part. En 2012, la PrEP, c'est le ground zero, le niveau 0. La FDA approuve TDF-FTC dans un schéma continu pour la PrEP. Puis, en 2015, les résultats de l'essai Hypergay avec la PrEP à la demande. Puis, les premières études sur le cabotegravir dans la PrEP. En violet, ce sont les anticorps monoclonaux. En 2017, les premières données sur les anneaux vaginaux à base de dapivirine. Puis après l'idée de faire aussi des anneaux imprégnés d'antirétroviraux et de contraceptifs. La PrEP également chez les jeunes adultes et les adolescents. L'islatravir en implant, j'y reviendrai. Et plus récemment, donc, le TAF avec les données de l'essai Discover dont je reparlerai. La dapivirine utilisée également chez les adolescentes et les jeunes femmes. L'islatravir éventuellement par voie orale en long acting et l'OMS qui positionne la PrEP par TDF-FTC en discontinu comme une alternative. Alors, commençons tout d'abord par les données de l'essai Discover qui ont été publiées cette année dans le Lancet, qui comparaient l'efficacité de TDF-FTC à TAF-FTC. Il s'agissait donc, selon le diagramme de flux, d'une étude randomisée
en double aveugle, multicentrique de phase 3, de non-infériorité, dans 94 sites en Europe et en Amérique du Nord. Comme vous le voyez en haut, presque 6000 personnes ont été screenées, essentiellement donc des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et des transgenres hommes vers femmes, et in fine, un peu plus de 2500 personnes analysées dans chaque bras. Si l'on regarde en les données démographiques, l'âge médian de ces personnes était de 34 ans, plus de 80% étaient des blancs et 60% venaient des USA et le reste de l'Europe et du Canada. En termes de comportement, 60% avaient eu au moins 2 rapports anaux non protégés dans les 12 dernières semaines. Et il s'agit d'une population à risque sur les comportements puisque 2 sur 3 utilisaient le chemsex et 1 sur 4 de l'alcool à forte dose, ce qu'on appelle le binge drinking et qui a tous les deux tendance à diminuer l'utilisation du préservatif. Donc voici les résultats que vous avez certainement vus avec en turquoise le TAF et en saumon le TDF. Pour la stratégie FTAF, il y a eu 7 infections, soit une incidence du VIH à 0,16 pour 1000 patients année. Et pour la stratégie à base de TDF, il y a eu 15 infections, soit une incidence de 0,34 pour 100 patients année. Donc, pas de différence statistiquement significative entre les deux bras. La non-infériorité du TAF est démontrée. En termes de tolérance, il y a une meilleure tolérance osseuse et rénale dans le bras TAF. Pour ce qui est du cabotegravir injectable, il a été comparé au TDF-FTC dans un essai de non-infériorité randomisé à l'aveugle avec dans le bras cabotegravir le placebo oral du TDF-FTC et dans le bras TDF-FTC le placebo IM du cabotegravir avec des injections qui avaient lieu toutes les 8 semaines. Et avant le début des injections, dans les deux bras, il y avait une phase de 5 semaines de traitement oral afin d'évaluer la tolérance du cabotegravir. Donc, une population d'environ 4500 personnes. L'effet marquant était qu'il y avait plus de 10% de transgenres dans cette étude, des patients un peu plus jeunes, puisque majoritairement, ils étaient entre 18 et 29 ans. Et concernant les origines géographiques, on pouvait noter également qu'il y avait presque la moitié des patients d'Amérique latine. En termes de résultats, on voit que l'incidence du VIH dans le bras TDF-FTC est à 1,22 et donc bien supérieure à celle du bras cabotegravir à 0,41 et donc une supériorité de la stratégie cabotegravir par rapport à la stratégie TDF-FTC. Alors, ces résultats préliminaires sont prometteurs pour l'efficacité du cabotegravir dans la PrEP, avec un profil de tolérance satisfaisant globalement du cabotegravir injectable, avec cependant quelques limites. On peut noter qu'il y a eu un grand nombre de séroconversions VIH dans le bras TDF FTC, beaucoup plus en effet que dans l'étude Discover. Et on a noté également que l'observance était suboptimale chez environ un quart des patients qui avaient des dosages sanguins dans le bras TDF-FTC suboptimaux. Alors, limite ou force, moi je dirais plutôt force, il y a une représentation forte des populations habituellement minoritaires dans cette étude avec beaucoup de transgenres, plus de 2 tiers de personnes jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans, et aux États-Unis, 50% de participants d'origine afro-américaine, et finalement des contaminations plus fréquentes dans ces populations-là. C'est un élément important à avoir en tête. Donc, les études du développement du cabotegravir continuent. Pour finir, l'islatravir en sous-cutané. Donc, on rappelle que l'islatravir, c'est un nouvel inhibiteur nucléosidique de la translocation de la transcriptase inverse, avec des spécificités propres à cette molécule, une longue demi-vie, un profil virologique favorable par rapport à d'autres NUC que nous connaissons, et la possibilité de le mettre dans un implant sous-cutané qui ressemble à l'implant que l'on utilise à base de contraceptifs, c'est le même laboratoire qui le produit d'ailleurs, avec, comme vous le voyez ici sur ce graphe, lorsqu'il est implanté, des concentrations dans le sang qui sont stables et plus stables que lorsque l'on prend en forme orale où il y a des pics et des vallées. Alors,
Là, les résultats que je vous présente sont des résultats qui ont été présentés à Mexico l'an dernier, où on a évalué 2 implants, un à 54 et l'autre à 62 mg, chez des volontaires sains qui ont été donc avec un implant pendant 12 semaines et avec un suivi de 4 semaines après l'explantation de l'implant. Et durant le suivi, comme on peut le voir en orange, toutes les concentrations étaient supérieures aux objectifs fixés en termes de PK. Et on peut même noter qu'avec l'implant à 62 mg, il y avait du produit qui était relargué pendant environ 1 an. Donc, ce sont des résultats très prometteurs, encourageant la poursuite d'essais cliniques. Et actuellement, il y a des essais de phase 2. En conclusion, quel est l'avenir de la PrEP? Donc, nous avons vu la première partie de cette frise et intéressons-nous maintenant à la deuxième partie, avec dans le encart jaune tout en haut des nouvelles formulations topiques, également un nouvel implant à base de TAF et d'Elvitegravir, des implants à base de TAF, des anticorps monoclonaux dits de nouvelle génération, bi- ou trispécifiques, et enfin du cabotegravir, pourquoi pas en transdermique, pour remplacer les intramusculaires. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup, Joseph et Charles, pour ces 2 excellentes présentations. Je vois déjà sur le chat box que nous avons beaucoup de questions qui sont d'ailleurs destinées à tous les deux. Je ne sais pas si vous le voyez, la plupart concernent l'utilisation de la PrEP au sein du couple, notamment des couples sérodiscordants ou pas. Alors, je vais peut-être laisser à Joseph le soin de répondre à quelques questions. Nous avons plusieurs questions qui viennent. On va prendre 5 à 10 minutes pour répondre aux questions. Est-ce que Joseph et Charles, vous voyez les questions? Alors, nous, on les voit pas en direct, mais je vais déjà intervenir sur la question des couples sérodifférents. Il est vrai qu'il y avait déjà eu une étude en Afrique australe qui avait regardé cette question de la PrEP dans des couples sérodifférents où le partenaire positif venait de démarrer le traitement. Il faut savoir que dans des couples où l'une des personnes est séropositive, la recommandation, c'est avant tout le traitement de la personne séropositive, puisque si sa charge virale est contrôlée, elle ne transmet pas le virus. Autrement dit, pour des couples sérodifférents, la première recommandation, c'est le traitement de la personne séropositive. C'est ça. Après, on a vu dans ces couples-là que le partenaire séronégatif demandait à continuer à bénéficier d'une PrEP dans certains cas. Et généralement, c'était des partenaires qui avaient une sexualité extra-conjugale. Mais du coup, on peut comprendre l'intérêt de la PrEP pour des personnes qui ont une sexualité extra-conjugale, mais c'est difficile de recommander la PrEP en tant que telle comme première intention pour des couples sérodifférents. C'est pas à ce titre-là que la PrEP devient intéressante. Très bien, super. Il y a une question aussi peut-être pour Charles qui est un peu plus tech, qui demande, qui vient de Patrice du Programme national contre le sida, qui dit que cette différence d'efficacité entre TDF, FTC et le bras TAF et CAP n'est-il pas liée à l'observance des barres TDF, FTC liées à la contrainte de la prise journalière? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs explications à cela. C'est vrai qu'on est assez étonné. Donc, déjà, je partage l'opinion de Joseph sur la PrEP et les sérodiscordants. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur un point clinique. En effet, en théorie, un couple sérodiscordant indétectable depuis longtemps n'a pas besoin de PrEP. Mais dans le cas de la découverte de la séropositivité, c'est tout à fait un outil et je suis d'accord pour dire qu'il y a des études qui ont montré que ça permettait de faire ce qu'on appelait le gate, enfin le pont entre l'indétectabilité du partenaire infecté et le fait d'être indétectable. Pour laisser cabotegravir, c'est un design assez particulier, vous avez vu. Donc en fait, il va y avoir l'injection intramusculaire et le placebo du TDF-FTC ou inversement
un placebo de l'injection intramusculaire et le vrai TDF-FTC. Et je pense en effet dans cet essai, il y a plusieurs explications à ce surrisque dans le bras TDF-FTC par rapport aux études Hypergay ou Discover, où on a beaucoup plus de contamination. Ben déjà, le profil de la population sélectionnée est très différent, comme vous avez vu, là, avec des populations beaucoup plus à risque, peut-être beaucoup plus à risque de malobservance. Et en fait, ayant une injection, peut-être se pensant protégé, et comme vous le dites, chers confrères, oubliant peut-être plus facilement de prendre son comprimé de PrEP, qui pour le coup est vraiment la PrEP, et pas du placebo, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui peut peut-être expliquer les contaminations. Et quand on relie ça au dosage, on voit bien que dans les bras TDF-FTC, comme je l'ai dit, il y a 25% des personnes qui avaient des dosages suboptimaux, ce qui est beaucoup plus que dans les autres études, encore une fois, que ce soit Discover ou Hypergay, où les populations étaient peut-être beaucoup plus, comment dire, stéréotypées. Là, il y a une grande diversité de populations. Donc, je ne pense pas que ça remette en question la problématique du TDF-FTC dans la PrEP, mais c'est plutôt en effet le design de l'étude et les populations screenées qui expliquent cette discordance. Et Charles, pendant qu'on est avec toi, il y a une autre qui peut aussi, il y a une autre question qui était destinée sur comment aborder la question du risque de résistance dans le cas de la PrEP injectable. Ouais. Il reste des concentrations suboptimales pendant des mois et un risque de générer une résistance à cas d'infection en cas de perte de vue. Comment on peut gérer cela? Peut-être dans la foulée répondre aussi. Oui, de résistance avec les formes injectables, c'est ça? J'avais pas vu cette question. Parce que ok. Le risque de résistance avec les formes injectables, pour l'instant, n'est pas documenté. Hein. On est en cours d'analyse des contaminations. En effet, il y a eu des contaminations dans le bras injectable, donc il faudra voir précisément pourquoi, comment. Après, c'est sûr que si les personnes se contaminent parce qu'elles sont perdues de vue et qu'elles se retrouvent avec des dosages suboptimaux du cabotegravir, il y a un risque d'émergence de résistance à la classe des inhibiteurs d'intégrase. Ça, c'est un fait. Donc, en effet, ces stratégies long-acting doivent être bien évaluées encore avant de les positionner. Alors, c'est sûr que c'est pareil pour les implants d'islatravir. Si la personne ne vient pas le changer, même si on a vu qu'il y avait une rémanence quand même possiblement de 1 an, ou si la personne le retire, donc il peut y avoir des soucis déjà de contamination et éventuellement de résistance. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas de données pour y répondre avec précision. On sait en tout cas que les données sur le TDF-FTC, lorsqu'il y a des contaminations très rares, sont plutôt rassurantes et ne grèvent pas non plus l'utilisation éventuellement de ces molécules a posteriori si on réagit vite. Et c'est important ce qu'a dit Joseph, à savoir que ces personnes doivent être screenées tous les 3 mois pour ne pas les laisser répliquer sous un traitement suboptimal. Et juste, j'avais une question, j'ai vu sur le chemsex, il me semble. Le chemsex, c'est le sexe sous produit chimique. C'est peut-être très européen comme concept, mais c'est avoir du sexe avec des nouvelles molécules dites les nouveaux produits de synthèse et des substances psychoactives. Alors, ça peut être les poppers, mais il y a d'autres produits comme du 3-MMC, du 4-MEC qu'on appelle les catinones. Et donc, c'est le fait d'avoir du sexe sous ces produits et donc qui entraîne une moindre utilisation du préservatif. Très bien. Donc, il y a aussi d'autres questions. Peut-être je vais laisser on va sur les résistances, sur l'utilisation du TDF-3TC pour l'hépatite B. Est-ce qu'il y aurait est-ce que la PrEP protège aussi du risque d'infection de l'hépatite B? On a une autre question et on va terminer avec ça. Comment explique-t-on l'incidence élevée du VIH dans l'essai cabotegravir? Tout à fait. Je réponds, Joseph, ou... Je t'en prie, vas-y, réponds sur cabotegravir. Je réponds sur caboté, tu réponds sur l'autre. Ok. Je viens d'y répondre sur cabotegravir. L'incidence élevée des infections VIH, je pense, est très faible dans le cabotegravir puisque les gens avaient forcément l'injection régulièrement. Elle est plus élevée dans le bras TDF-FTC parce que, comme on l'a dit, il y a sûrement des problèmes d'observance. Les gens avaient l'injection mais c'était un placebo et du coup, se sont contaminés. Parfait. Joseph? Alors,
Sur la question de l'hépatite B, je ne suis pas sûr qu'on ait eu d'essais qui montraient si il y avait un effet prophylactique de la PrEP sur le fait de s'infecter avec l'hépatite B. Sachant que les enjeux sur l'hépatite B sont essentiellement, en tout cas en Afrique, plutôt des infections dans l'enfance. Par contre, on a encore beaucoup de personnes qui ont une hépatite B active à l'âge adulte, et il faut savoir que pour celles et ceux qui ont une hépatite B active, les recommandations sont un traitement à base de tenofovir ou tenofovir FTC ou tenofovir 3TC. Donc en fait, il y aurait probablement quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui était peut-être de combiner officiellement les recommandations hépatite B avec les recommandations VIH et les recommandations PrEP sur les modalités de traitement, puisqu'on est autour d'une même molécule. En tout cas, l'OMS recommande, quand on peut, de mutualiser plusieurs pathologies en même temps dans une même clinique. C'est pour ça qu'on peut envisager en Afrique de l'Ouest de pouvoir intégrer, au moins pour les populations clés, prise en charge de l'hépatite B et prise en charge de la PrEP VIH. Le dernier point sur juste un commentaire sur les formes long-acting qui sont à la fois très prometteuses, qui pour les populations qui ont du mal à rentrer dans la PrEP, qui sont travailleuses du sexe, les jeunes filles adolescentes, les migrants, pourraient avoir un intérêt avec ce risque de résistance au long cours. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que ça ne sera pas une solution purement biomédicale qui sera la solution miracle pour engager ces populations dans la prévention, et qu'on voit bien que l'enjeu, c'est d'engager des personnes dans du soin de manière plus globale. Et pour des populations dont le VIH n'est peut-être pas la première priorité. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. La solution technique, elle est importante parce qu'elle offre de nouveaux outils, mais une solution technique qui ne trouve pas des solutions d'accompagnement et qui s'inscrit dans le vécu social des personnes sera de toute façon inefficace. Oui, c'est clair. Et l'hépatite B, juste également, moi c'est vrai que les patients qui répondent pas à la vaccination ou qui ne souhaitent pas se faire vacciner, c'est vrai que c'est plutôt des patients chez qui je vais utiliser le TDF plutôt en continu, même si on n'a pas de données sur le profil préventif de l'hépatite B. Et j'ai quelques patients, en effet, qui ont une hépatite B chronique, qui sont des gens qui viennent d'Asie ou autres, et chez qui, de fait, le TDF-FTC est utilisé également en stratégie quotidienne et pas à la demande. Et donc, d'une paire de coups, on prévient le HIV et on contrôle leur hépatite B. Donc, c'est vrai que c'est des questions très intéressantes, je pense, pour les populations africaines. C'est important. Hein. Pour patients hépatite B, antigène HBs positif, PrEP à la demande uniquement, PrEP continua uniquement et pas de PrEP à la demande. Merci beaucoup. Je crois qu'on aurait pu continuer à répondre. Merci beaucoup, Joseph, et merci beaucoup, Charles, pour deux très belles présentations et vos réponses très claires. Nous allons à présent passer à la prochaine présentation avec Nicolas Vignier, qui va nous faire une présentation sur vulnérabilité sexuelle et place de la PrEP pour les migrants primo-arrivants en situation de précarité reçus dans une consultation de prévention à orientation sexuelle. Nicolas, à vous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Vignier, je vais présenter les résultats d'un projet de recherche-action sur la vulnérabilité sexuelle et la place de la PrEP pour les migrants primo-arrivants en situation de précarité reçus dans une consultation de prévention à orientation de santé sexuelle. Donc, le contexte, les hétérosexuels nés à l'étranger représentent une personne vivant avec le VIH sur 4 en France et une nouvelle infection sur 3. Parmi les personnes originaires d'Afrique subsaharienne vivant avec le VIH, l'étude ANRS Parcours nous a appris que jusqu'à la moitié d'entre eux avaient été contaminés sur le territoire français, et plus particulièrement durant les années après l'arrivée, en lien avec l'absence de logement, la précarité et l'absence de papier. Les demandeurs d'asile étaient particulièrement impactés, et ces populations sont souvent éloignées des structures de prévention, ou quand ils sont orientés des passes vers les CJ, souvent ne s'y rendent pas. Donc, les PASS, justement, c'est les permanences d'accès aux soins de santé. C'est des structures créées en 98 au sein des hôpitaux français pour délivrer des soins gratuits aux personnes sans couverture maladie. Et donc, elles accueillent les personnes migrantes primo-arrivantes en situation de précarité qui font partie des cibles pour dérouler la prévention diversifiée de cette vulnérabilité sexuelle et de ces infections par le virus du VIH. Le réseau Ville-Hôpital 77 Sud est une association qui porte une constatation de précarité depuis 1991, qui a maintenant le statut de passe ambulatoire. Et cette constatation accueille chaque année plus de 600 personnes sans couverture maladie
maladie, majoritairement des migrants en situation régulière ou en cours de dépôt d'une demande d'asile. Le lien est difficile entre ces consultants et les structures de prévention, d'où la mise en place de cette initiative dans les murs de prévention. Donc, en pratique, les personnes se présentant à la consultation de précarité qui répondent aux critères qui avaient été choisis, à savoir majeur, premier séjour en France, intention de résider, absence de couverture maladie et célibataire en France ou avec un conjoint en pays, mais pas en couple en France, se voient proposer une orientation vers la consultation de prévention. Et cette consultation de prévention est une consultation longue sur rendez-vous dans laquelle une évaluation détaillée est réalisée, les actions de prévention sont déroulées, des orientations sont possibles. Donc, en termes de résultats, tout d'abord, quelle acceptabilité d'une telle consultation de prévention? Donc, ça n'a pas été fait sur l'ensemble de la période, mais il y a eu une première évaluation de novembre 2018 à avril 2019, où on a vu que parmi les 48 premières personnes qui se sont vues proposer la consultation de prévention, 100% l'ont accepté et 92% se sont effectivement présentés à la consultation de prévention. Donc, par contre, on n'avait pas évalué combien n'avaient pas été évalués. Donc, on a refait ça en janvier et mars 2020. Et donc, parmi les 182 premiers consultants de la consultation de précarité de l'année, seuls 22 se sont vus proposer la consultation de prévention, 12%, 45 parce qu'ils ne remplissaient pas aux critères d'orientation, mais 115 parce qu'ils n'avaient pas été évalués, faute de disponibilité de l'infirmière au cours de la consultation de précarité. Ceci étant, parmi les 22 qui ont été orientés, on voit que les 3/4 ont effectivement accepté et se sont présentés à la consultation de précarité. Donc en tout, je présente aujourd'hui les résultats de 103 personnes qui ont bénéficié de cette consultation de prévention à orientation santé sexuelle, ce qui représente à peu près 10% de l'ensemble des consultants sur la période. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces 103 consultants? Donc, c'est pour moitié des hommes et des femmes, très majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, arrivés en France depuis très peu de temps, moins de 3 mois pour la majorité, dont le motif de migration était la fuite des menaces, donc l'exil pour la majorité ou économique ou regroupement familial. La moitié ont vécu des conditions de migration très difficiles et une partie difficile. La plupart n'avaient soit pas de droit au séjour, soit une attestation de dépôt de demande d'asile, et les conditions de logement étaient très précaires, vu qu'un tiers était à la rue, un tiers était hébergé par un tiers, et seule une minorité bénéficiait d'un hébergement social. En termes d'isolement social, la majorité se déclarait très seule, ou plutôt seule, et par définition, vu qu'on était dans une consultation PASS, ils n'avaient pas de couverture maladie où la demande était en cours. Donc, tout d'abord, ce qui ressort de ces consultations de santé sexuelle qui donc permettent sur une durée de 45 minutes d'aborder en détail le parcours migratoire, la situation sociale, la sexualité, la santé sexuelle et d'autres questions de prévention comme la nutrition, les vaccinations, l'état dentaire. Donc, on dépiste systématiquement les violences subies dans le pays d'origine sur le parcours migratoire et en France. Et on voit qu'elles sont très fréquentes, à la fois chez les femmes et les hommes, sachant que les hommes déclarent plus souvent des violences physiques dans le pays d'origine, mais les violences sexuelles ont existé aussi dans le pays d'origine. Là où les femmes, en plus de ces violences physiques qui sont aussi extrêmement prévalentes dans le pays d'origine, ont souvent subi aussi des violences sexuelles dans le pays d'origine, mais aussi sur le parcours migratoire. Près d'une femme sur 4 ont eu des rapports transactionnels sur le parcours migratoire et 18% d'entre elles ont été violées ou agressées sexuellement. En ce qui concerne la sexualité des personnes reçues à cette consultation, donc on voit que la grande majorité des femmes et des hommes avaient une sexualité avec un partenaire stable ou des partenaires occasionnels avant l'arrivée en France, là où depuis l'arrivée en France, les 3/4 d'entre eux n'ont pas d'activité sexuelle ou pour 28% des femmes et 16% des hommes ont des rapports uniquement avec des partenaires occasionnels. Quand on évalue le nombre de partenaires au cours des 12 derniers mois, il est faible, entre 0 et 1 pour la majorité des hommes et des femmes, et l'utilisation du préservatif est très marginale lors des derniers rapports. Donc, un bilan de santé complet a été proposé à l'ensemble de ces consultants qui comprenaient le dépistage du VIH, des hépatites et de l'IST. Donc, 97 consultants ont accepté ce bilan.
90% l'ont effectivement réalisé, parmi lesquels 3 étaient séropositifs pour le VIH, dont une découverte de séropositivité. 12% avaient un antigène HBs positif et 43% n'étaient pas immuns. Donc, parmi ces 37 personnes non immunes, elles se sont toutes vues proposer une vaccination par l'hépatite B. En tout cas, 27 sur 37, pardon, se sont vues proposer, et 100% de celles qui se sont vues proposer l'ont accepté. 78% ont réalisé la première dose, 44% à la deuxième et 19% à la troisième au moment de l'analyse de ces données. Donc, on voit un petit peu d'attrition au fil du temps. Et concernant l'hépatite C, 2 hépatites C ont été découvertes et il y a eu des problématiques de dépistage du chlamydia du gonocoque qui ont été réalisées seulement pour une partie avec une faible prévalence du gonocoque, 0 cas, et seulement 4 cas de chlamydia. Donc, concernant la PrEP, dont on parle beaucoup, est-ce que c'est un sujet ou pas? Donc, en fait, on avait décidé de parler de la PrEP à toutes les personnes qu'on considérait étant en situation de vulnérabilité sexuelle sur la base des résultats de l'enquête NRS Parcours, c'est-à-dire isolement social, pas de logement stable personnel, pas de revenus personnels. Et donc, les médecins ont proposé la PrEP à 42 consultants sur les 99 qu'ils ont estimé être en situation de vulnérabilité sexuelle. Parmi ces 42 personnes, 22 l'ont refusé, soit parce qu'ils ne souhaitaient pas utiliser cet outil ou souhaitaient réfléchir, soit parce qu'ils n'avaient pas de sexualité actuellement, donc ils ne voyaient pas l'indication de la PrEP, même si on a pu discuter du fait qu'une sexualité non choisie puisse survenir, soit parce que le traitement semblait difficile à prendre. Par contre, 20 ont accepté, ont été intéressés par cet outil et ont souhaité l'utiliser. Donc, parmi ces 20, 19 ont été orientés en consultation PrEP, avec au début des consultations PrEP qui avaient lieu dans un autre lieu, puis sur la fin du recueil, on a réussi à mettre en place la consultation PrEP directement dans les murs parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés pour faire le lien avec ces consultations PrEP. Donc, si on fait le résumé sur ces 19, 7 ne sont pas venus, 6 sont venus, 5 ont un rendez-vous fixé à l'heure de cette analyse. Et donc, parmi les 6 qui sont venus, l'ensemble s'est vu prescrire la PrEP, ce qui représente donc 14% de l'échantillon à ce jour qui est sous PrEP. Donc, on abordait aussi la santé sexuelle. Donc, en ce qui concerne les 54 femmes en âge de procréer, 14 avaient un désir de grossesse et donc n'avaient pas, et 3 étaient enceintes, donc n'avaient pas une indication de contraception. 37 déclaraient ne pas souhaiter tomber enceinte, dont 27 n'avaient aucun moyen de contraception et 9 utilisaient uniquement le préservatif. Donc 26 femmes se sont vues proposer une contraception, 6 se la sont vues prescrire sur place, 5 pilules et une préfère utiliser préservatif. Et 18, malgré le fait d'avoir déclaré ne pas désirer une grossesse, n'ont pas souhaité se voir prescrire une contraception et 2 ne sont pas venus au rendez-vous gynéco. Donc, des orientations étaient faites avec une gynécologue partenaire, 52 femmes, 46 ont accepté et 24 ont été effectivement reçues. Donc, pour conclure dans les temps, donc la PASS est un lieu fréquenté par les personnes migrantes primo-arrivantes en situation de précarité qui, par ailleurs, fréquentent peu nos structures de prévention. Donc, c'est un endroit intéressant et utile où parler de prévention ou faire le lien avec la prévention. Et il y a une bonne acceptabilité d'une conception de prévention globale à orientation santé sexuelle. Et quand on peut aborder les enjeux de la santé sexuelle, il y a des enjeux spécifiques qui émergent. Peu de sexualité en France, mais une vulnérabilité sexuelle cependant qui peut entraîner des violences sexuelles et une surexposition aux IST, une fréquence des violences subies avant l'arrivée en France, mais aussi encore après l'arrivée, et la place de la PrEP qui semble être un outil acceptable et même souhaité par certaines consultantes. Et donc, il est intéressant de poursuivre cette évaluation à plus grande échelle sur d'autres lieux et avec d'autres PASS ou d'autres structures associatives similaires. Voilà. Donc, la vulnérabilité sexuelle est un sujet possible d'aborder. Il y a un intérêt d'une approche globale. Ce travail, comme d'autres, fait la preuve du concept de la place et de la faisabilité de la PrEP auprès des personnes migrantes en situation de précarité. Et il y a un intérêt à évaluer dans d'autres lieux et sous d'autres formes. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Mon mail ici pour nous contacter si vous le souhaitez. Et bon congrès à tous.
Merci Dr. Vignier pour cette présentation qui montre bien l'intérêt à la fois d'un bilan complet, mais aussi l'importance de lever les freins organisationnels et structurels qui permettent d'accéder jusqu'à la PrEP et notamment en mettant ces consultations PrEP directement dans le centre de consultation. Nous allons maintenant accorder notre attention à la présentation du professeur Assi de la faculté de médecine de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Le professeur Assi est également président du centre de santé sexuelle Marsa, qu'il a cofondé il y a une dizaine d'années. Et il va aborder la sensibilisation et la volonté d'utiliser la PrEP chez les HSH consultants dans ce centre. Bonjour tout le monde, donc je vais présenter sur la connaissance de la PrEP et la volonté de l'utiliser parmi 102 HSH se présentant à une clinique de santé sexuelle au Liban. Nous avons démontré dans une étude récente qu'il existe une fréquence relativement élevée de VIH parmi la population HSH au Liban, à peu près 5,6%. Donc 40% des nouvelles infections étaient parmi ceux qui avaient été sensibilisés à la prévention contre le VIH et avaient accès à des préservatifs gratuits avant l'infection. Les études internationales témoignent de l'efficacité de la PrEP dans la prévention de la transmission du VIH parmi les HSH. Il n'y a pas d'études qui évaluent les niveaux de sensibilisation à la PrEP ou la volonté d'utiliser parmi les HSH au Liban, tout en sachant que la PrEP est payante au Liban, elle coûte environ $300 par mois. Le but était donc d'évaluer la connaissance et la volonté d'utiliser la PrEP parmi les HSH séronégatifs qui fréquentent notre centre de santé sexuelle Marsa à Beyrouth. Nous avons fait passer un questionnaire anonyme au HSH, donc se présentant à la clinique de santé sexuelle entre décembre 2019 et janvier 2020. Nous avons collecté des données démographiques, des pratiques sexuelles, la consommation de substances et des rapports sexuels sous l'effet de substances, la fréquence des tests de dépistage du VIH, la connaissance de la PrEP et la volonté d'utiliser la PrEP. Sur les données démographiques, donc 102 HSH ont participé à l'étude avec un âge moyen de 28 ans. Au niveau éducation et lieu de résidence, la majorité possède un niveau d'éducation universitaire et réside à Beyrouth. Toujours dans les données démographiques, 50% avaient un revenu élevé et 27% avaient un revenu faible, inférieur à $500 par mois. La majorité sont employés, 69% donc étaient des employés et 18% étaient des étudiants. Toujours dans les données démographiques, sur la source d'éducation sur la santé sexuelle, seuls 14% ont reçu une éducation de santé sexuelle de source fiable. On entend dire par source fiable le personnel de santé, collège et université. Sur les pratiques sexuelles, nous avons remarqué que 70% ont eu un rapport anal sans préservatif durant les 3 derniers mois et 35% n'utilisent pas régulièrement le préservatif avec des partenaires occasionnels. Nous avons remarqué aussi que la majorité, 82% donc, ont eu plusieurs partenaires durant les 3 derniers mois et la majorité, donc 66% des HSH à partenaires multiples, n'utilisent pas régulièrement le préservatif. Concernant l'usage des substances, nous avons remarqué qu'à peu près la moitié utilisent des drogues récréatives et que la majorité des usagers de substances ont eu des rapports sexuels sous l'effet de la drogue. À savoir, 80% des rapports sexuels sous l'effet de la drogue ne se déroulaient pas régulièrement avec l'usage de préservatifs. Concernant la consommation d'alcool, la majorité consomme régulièrement de l'alcool et la majorité des consommateurs d'alcool ont eu des rapports sexuels sous l'effet de l'alcool. À savoir, 78% des rapports sexuels sous l'effet de l'alcool ne se déroulaient pas régulièrement avec l'usage de préservatifs. Concernant le chemsex, nous avons remarqué que 20% de la population ont fait du chemsex et presque tous n'utilisaient pas régulièrement le préservatif. Pour le dépistage du VIH et la perception des risques, la majorité ont fait le test du VIH au moins une fois par an et 56% pensent que le risque de contracter le VIH est faible. À savoir que 65% de ceux qui ont une faible perception des risques ont eu récemment des rapports sexuels anaux sans préservatif. Leur perception donc n'est pas conforme aux mesures préventives. Pour les antécédents d'IST durant l'année dernière, la majorité n'a pas eu une IST durant l'année dernière.
tout en sachant que la plupart des IST peuvent rester asymptomatiques. Pour la connaissance de la PrEP, la majorité est au courant de la PrEP, 87%, et 18% ont pris la PrEP auparavant en l'achetant de l'étranger, ou bien par Internet, ou bien à travers des amis qui prennent la PrEP. Pour la volonté de prendre la PrEP, si elle est gratuite, la majorité est prête à la prendre, donc, si elle est offerte gratuitement. 46% de ceux qui ne veulent pas prendre la PrEP n'aiment pas prendre de médicaments, 31% préfèrent les préservatifs et 23% sont inquiets des effets secondaires de la PrEP. Et il faut savoir que 38% des HSH qui préfèrent ne pas prendre la PrEP ont récemment eu un rapport anal sans préservatif. Sur la question combien vous êtes prêt à payer pour la PrEP, 82%, donc la majorité, n'est pas prête de payer plus de $100 par mois pour la PrEP. À savoir que cette étude a été faite avant la crise économique au Liban. Les $100 par mois avant sont équivalents maintenant à $22 par mois. Sur les questions, si vous avez les moyens pour faire un suivi médical tous les 3 mois et si vous êtes prêt à faire un suivi médical tous les 3 mois, la grande majorité possède les moyens et est prête à faire un suivi médical tous les 3 mois si elle prend la PrEP. Nous avons remarqué aussi que la grande majorité possède les moyens et est prête à faire un test de dépistage d'IST tous les 3 mois si elle prend la PrEP. Donc, je rappelle que cette étude a été faite avant la crise économique au Liban. Donc, les limites de cette étude, la majorité de l'échantillon représente des individus qui possèdent un niveau de revenu relativement élevé. Les conclusions ne peuvent donc pas être généralisées sur toute la population HSH au Liban. Cette étude a été réalisée avant l'accentuation de la crise économique au Liban, donc ce qui implique que les moyens pour utiliser la PrEP, le dépistage des IST et les consultations psychologiques ou sexuelles ont probablement diminué. En conclusion, la fréquence élevée de pratiques sexuelles à risque est incongrue avec le danger mal perçu du VIH. Le niveau élevé de connaissance de l'existence et de l'usage de la PrEP a été décelé chez la population. Il y a un niveau élevé de volonté d'utiliser la PrEP. Il y a une faible volonté ou capacité à payer plus de $22 actuellement par mois pour la PrEP. Et il y avait un niveau élevé de volonté de continuer à consulter un médecin, de faire des tests de dépistage des IST régulièrement tout en suivant la PrEP. Il faut noter que le programme national de lutte contre le sida a lancé la PrEP pour les HSH en février 2020. Elle a été proposée gratuitement donc aux HSH qui sont intéressés à prendre la PrEP et qui ont un résultat négatif du test du VIH et qui s'engagent à consulter périodiquement un médecin désigné par le ministère de la Santé pour les maladies infectieuses. 15 HSH ont bénéficié de notre centre de ce programme. Le programme était un programme pilote, donc de 6 mois seulement au début, et il a été interrompu au mois de juin. Il faut savoir que le programme a recommencé donc en novembre 2020 pour une période encore de 3 mois. Mais il sera interrompu à la fin de cette période. Quelques recommandations pour entrer en action. Il faut faire de la pression sur les agences pharmaceutiques et gouvernementales afin de garantir l'offre gratuite ou subventionnée de la PrEP pour lutter contre la hausse de l'épidémie du VIH parmi les HSH au Liban. Et l'offre gratuite ou subventionnée de consultation sur les IST pour les HSH. Il faut aussi assurer que des informations et des consultations fiables sont accessibles et requises pour les HSH qui veulent utiliser la PrEP. Et il faut promouvoir en continu l'usage de préservatifs et l'augmentation des services de réduction des risques pour les HSH qui font des rapports sexuels sous l'influence des substances ou le chemsex. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour tout le monde, je suis Auguste Eubanks, doctorante en santé publique au laboratoire de CESTIM à Marseille. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de la cohorte COMSM PrEP en Afrique de l'Ouest, intitulée « L'intégration de la PrEP dans un paquet complet de prévention permet-elle d'atteindre un profil différent d'HSH ?»
En ce qui concerne les aspects contextuels, l'épidémie du VIH en Afrique de l'Ouest est une épidémie mixte avec une prévalence variable selon la population. Les HSH subissent une forte stigmatisation qui, parmi d'autres raisons, limite leur accès aux soins et à la prévention VIH. Le profil des HSH reste très hétérogène et ils s'exposent au VIH à différents degrés selon leur appartenance à un sous-groupe d'HSH, comme les HSH usageurs de drogue ou les HSH professionnels de sexe, leur perception de risque et leur comportement sexuel avec les hommes et les femmes. Les interventions de santé sexuelle comprenant la promotion de l'utilisation de préservatifs, le dépistage et le traitement des IST et l'accompagnement ont contribué à l'augmentation de leur participation et leur engagement dans les soins, ainsi que la diminution de la fréquence des comportements sexuels à risque. Malgré ces avancées, ces interventions ne permettent pas de diminuer durablement la transmission du VIH. Donc, les stratégies biomédicales comme la PrEP semblent prometteuses pour cette population. Un exemple d'une intervention de santé sexuelle dans la région est COMSM, financée par l'ANRS et Expertise France. La cohorte interventionnelle avec une approche communautaire a offert une prise en charge globale spécifique aux HSH en Afrique de l'Ouest. Les résultats principaux ont montré que les participants sont éligibles pour la PrEP par leur comportement sexuel à risque et par une incidence de VIH élevée. En plus, la PrEP semble faisable dans ce contexte, d'où l'observance au suivi trimestriel élevé et l'intérêt manifesté pour la PrEP par les participants. Par la suite, en 2017, la PrEP a été incorporée en créant la nouvelle cohorte COMSM PrEP. La mise en place de la PrEP en Afrique de l'Ouest n'est pas si simple et plusieurs inconnus bloquent pour l'instant les décideurs, comme l'impact de la mise sur PrEP sur les comportements sexuels des usagers et la faisabilité dans ce contexte. Le manque d'études et des données longitudinales auprès des HSH en Afrique de l'Ouest complique encore la situation. Nous nous sommes posé la question si l'introduction de la PrEP pouvait attirer des HSH moins en lien avec le milieu associatif vers les services existants, comme les HSH marginalisés ou les HSH plus à risque d'exposition au VIH. L'objectif de ce travail était donc de comprendre dans quelle mesure l'introduction de la PrEP comme nouveau moyen de prévention a contribué à recruter les participants avec un profil spécifique. COMSM PrEP a pour objectif d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de la PrEP pour les HSH au sein d'une offre de prévention combinée dans les cliniques associatives au Mali, Togo, Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. La population d'études comprend des hommes majeurs séronégatifs déclarant un rapport anal avec un homme dans les 6 derniers mois et à haut risque d'exposition au VIH ou souhaitant prendre la PrEP. Les participants sont recrutés directement de COMSM et par le biais des péréducateurs, via des réseaux HSH et sociaux, ainsi qu'envers des associations identitaires locales. Le suivi trimestriel comprend un examen clinique incluant le dépistage VIH, le diagnostic et traitement des IST, délivrance de la PrEP, l'accès à la post-exposition prophylaxie et la distribution des préservatifs et lubrifiants. Un autre volet de l'offre s'agit des conseils individualisés par les pairs éducateurs sur la réduction des risques, l'utilisation des moyens de prévention, l'aide à l'observance et le changement de stratégie ou arrêt de la PrEP. Le dernier volet s'agit de recueil des données quantitatives. Les données socio-comportementales sont recueillies tous les 3 mois par questionnaire en face à face et administrées par les assistants de recherche formés. À chaque visite, les données cliniques sont recueillies dans un dossier médical standardisé par l'équipe médicale. L'analyse présente ici est une analyse transversale à l'inclusion. Notre variable d'intérêt était le moyen de recrutement. Ceux qui venaient de COMSM ont été définis comme COMSM
et ceux qui n'ont jamais participé à COMSM ont été définis comme nouveaux. On a considéré les covariables potentielles suivantes, comme les caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques, comme l'âge, pays, niveau d'éducation et situation financière, l'identité HSH, comme l'attirance sexuelle, d'être membre d'une association identitaire, et le partage du statut HSH. Les comportements sexuels, comme le nombre de partenaires et de rapports sexuels, les partenaires de statut sérologique inconnus, l'utilisation des préservatifs et des stratégies de réduction de risque. Et finalement, les aspects psychosociaux, comme l'estime en soi, se sentir seul, le chantage et violences sexuelles. En premier lieu, on a mené les analyses descriptives pour comparer les deux types de participants en utilisant les tests statistiques standards. Pour corriger le biais de sélection, on a employé la probabilité inverse de pondération sur l'âge, le pays et le niveau d'éducation. Finalement, on a utilisé un modèle de régression logistique pour identifier les facteurs associés aux nouveaux participants. Le modèle final a été sélectionné par AIC en utilisant la méthode de pas à pas descendant. 524 participants ont rempli un questionnaire à l'inclusion. La majorité venait de Mali, suivi par le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire. Plus de la moitié ont participé à COMSM et 41% étaient les nouveaux. L'âge médian était 26 ans et au cours des 3 derniers mois, 49% ont eu au moins 2 partenaires sexuels masculins, 51% ont déclaré des partenaires masculins et féminins et 15% ont eu des rapports anaux réceptifs sans préservatif. Voici une partie des résultats de l'analyse univariée et multivariée. Les nouveaux avaient plus de difficultés financières que ceux de COMSM. En plus, ils sentaient plus souvent seuls. Ils étaient moins souvent membres des associations identitaires et avaient moins partagé leur statut HSH avec leur famille. Voici la deuxième partie des résultats. Les nouveaux inclus ont déclaré plus de violences sexuelles et moins d'utilisation des préservatifs par rapport aux anciens participants de COMSM. Ils ont aussi déclaré plus souvent des partenaires féminins avec un statut sérologique inconnu, mais moins de rapports avec ces partenaires féminins en général. En conclusion, les nouveaux participants ont un profil plus vulnérable que les participants recrutés directement de COMSM. Cette vulnérabilité se manifeste par davantage de précarité financière, des comportements sexuels à risque et un plus grand isolement social, y compris au sein de la communauté HSH. L'incorporation de la PrEP dans l'offre de prévention et l'utilisation des réseaux HSH au cours du temps ont contribué à atteindre une population de HSH différente. J'aimerais remercier tous les participants HSH, les pères éducateurs et les équipes locales qui ont participé à l'étude COMSM PrEP. Merci à l'ANRS pour m'avoir accordé une bourse et à tous les partenaires si près et de loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche. Donc, merci pour votre attention et très bonne conférence à tous. Merci. Merci pour l'ensemble de ces présentations qui soulignent bien que les innovations techniques que nous avons connues dans la PrEP doivent s'accompagner d'un véritable déploiement de cette intervention, que ce soit dans son accès financier ou dans son intégration dans un service de santé plus global. Merci à nos 3 intervenants de nous avoir rejoints pour la session de questions et réponses. Plusieurs questions ont été posées. Je vais commencer par une première question sur peut-être est-ce que vous pourriez souligner les éléments ou les adaptations que vous avez effectuées dans votre pratique et qui ont montré les meilleurs résultats pour justement améliorer cet accès et qui peuvent faire changer les choses entre un accès qui peut être un petit peu difficile et un accès qui va être facilité. Peut-être que vous pouvez commencer, Dr. Vignier, et ensuite peut-être Dr. Assi pourrait compléter. Oui, merci.
L'adaptation, en fait, comme beaucoup de monde, on s'est préoccupé de l'accès à l'offre de prévention diversifiée des populations migrantes en situation de précarité assez tôt, hein, notamment la PrEP en 2016. Donc, on a ouvert nos consultations à ce public-là à l'hôpital, dans les services de maladies infectieuses. On a essayé de créer du lien avec les associations communautaires, Africavenir, etc., AIDS. Et en fait, ça s'est pas passé, c'est-à-dire que voilà, on essaie de communiquer, les associations ont essayé d'orienter, mais ça a été difficile. D'où cette idée de partir des permanences d'accès aux soins de santé, qui sont des lieux où on a l'habitude de rencontrer le public qu'on avait l'ambition de toucher pour ces questions de prévention. Donc au début, on a essayé d'orienter de la passe vers les Cégide, mais là aussi, on a rencontré des difficultés liées au fait que c'était pas la priorité pour les personnes d'aller s'occuper de dépistage IST, santé sexuelle, etc. Donc c'est vraiment quand on a proposé une offre, non pas de santé sexuelle, mais vraiment de prévention. On a appelé ça consultation prévention. Donc on n'a pas ressenti le besoin forcément de parler de sexualité d'emblée en consultation passe où les gens venaient avec des douleurs, une grossesse, un diabète, etc. Donc est-ce que vous seriez d'accord pour être vu pour parler de prévention sur un temps plus long? Donc on résout déjà la première consultation un petit peu les problèmes sociaux et médicaux qui font l'objet de la première demande, ce qui permet d'être un peu plus libre pour parler de prévention dans la deuxième consultation. Et donc cette consultation, on l'a mise en place dans les murs, et donc c'est vraiment cette unité de lieu, ce côté un petit peu global et le maintien d'une même équipe en qui ils ont confiance, qui de mon point de vue ont permis vraiment de transformer l'essai là où on avait échoué auparavant, on avait du mal à toucher ce public. Et là-dessus, vos résultats font un peu l'écho avec ce que justement a montré Auguste Eubanks, qui montrait bien que l'ouverture de l'offre de soins associée à la PrEP permettait de recruter un profil un peu différent de CHSH. Docteur Assi, est-ce que vous pouvez compléter? Votre micro est fermé, donc si vous voulez nous répondre, voilà. Est-ce que vous pouvez compléter peut-être ce qu'a apporté le docteur Vignier? Est-ce que vous avez pu mettre en place pour faciliter cet accès? Oui, merci pour cette question. En fait, ce que nous avons fait, c'est qu'on a coordonné avec le ministère de la Santé, qui a donc proposé la PrEP gratuitement en étude pilote. On a commencé le programme donc, on a commencé donc le programme en février peut-être, et on l'a interrompu tout de suite après la crise du Covid. À savoir qu'il y avait une demande accrue pour la PrEP, pour l'accès à la PrEP parmi les HSH au Liban. Nous avions des appels et des demandes par mail tous les jours pour savoir si la PrEP était disponible au Liban et à quel prix. Donc nous avons coordonné avec le ministère de la Santé, qui a donc dû interrompre le programme après le Covid, et il a repris, donc ils ont repris le programme en novembre, ce qui est très bien. Mais ce que nous espérons, c'est que ce programme continue, ne soit pas un programme pilote seulement, que le programme continue, que la PrEP reste subventionnée, donc gratuitement, avec un suivi régulier par les médecins affiliés au ministère de la Santé, au programme de lutte contre le sida, parce que nous craignons que les pratiques sexuelles changent chez les HSH qui sont en train de prendre la PrEP pour le moment. Si la PrEP est interrompue après, on a peur un peu retour de flamme. D'un retour à de nouvelles infections. Oui. D'accord. Deux petites questions pour mieux comprendre l'environnement du Liban. Dans votre présentation, dans les sources fiables d'informations, vous n'avez pas cité les plateformes communautaires pour les HSH. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il y a un défaut d'accès à l'information par ces plateformes communautaires? Et également, est-ce que cela explique, ou en tout cas comment vous l'expliquez, le faible taux de personnes qui se pensent à risque de contracter le VIH dans votre étude? Si c'était marqué, mais on l'a marqué comme source non fiable sur Internet. Donc tout ce qui est source à partir d'Internet ou de plateforme, on l'a considéré comme non fiable parce qu'on ne sait pas
la source de cette source, d'où elle vient et si elle est fiable ou non, d'informations sur la santé sexuelle. Donc voilà. Quelle est la cause derrière ce grand nombre de sources non fiables ou d'informations sur la santé sexuelle? C'est parce que la santé sexuelle n'est pas intégrée dans les systèmes éducatifs, que ce soit au collège ou bien à l'université. Et il n'y a que les universités, donc, enfin, les facultés de santé, de médecine, d'infirmerie, de santé publique, qui donnent des cours sur la santé sexuelle. Et parmi les collèges et les écoles, enfin, les collèges donc c'est un problème parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle donc dans le curriculum au collège. Et ce sont des initiatives personnelles. Chaque collège, il peut donc donner quelques cours sur la santé sexuelle, comme il peut ne pas donner. Donc, ce serait plutôt un manque d'information qui engendrerait un défaut de perception du risque. Bien sûr. Une question pour le docteur Vignier. Alors, on sort un petit peu de la PrEP, mais dans cette question d'offre de santé globale, du coup, ça appelle d'autres questions. Comment est-ce que vous expliquez le pourcentage relativement important de personnes... non, pardon, je me suis trompée de question. Désolée. C'est comment est-ce que vous expliquez la faible acceptation de la contraception parmi les femmes déclarant ne pas vouloir tomber enceinte dans votre étude? En fait, alors, je pense que notre travail ne permet pas de répondre à la question, parce qu'il faudrait vraiment avoir des entretiens un petit peu plus poussés sur la question pour vraiment être sûr. Mais en tout cas, mon sentiment clinique avec les femmes que j'ai reçues en consultation, il est de deux ordres. Le premier, c'est que comme je l'ai montré, en fait, elles n'ont pas de sexualité, parce qu'elles viennent d'arriver en France, elles sont pas en couple, et donc du coup, elles sont pas dans une dynamique d'avoir une sexualité, donc elles voient pas l'indication d'une contraception, étant donné le fait qu'elles ne souhaitent pas avoir une sexualité. Le problème, c'est que nous, professionnels de la santé publique, on sait qu'il peut y avoir une sexualité subie, donc il y a une espèce d'articulation compliquée. C'est tout l'enjeu de ces consultations longues, de pouvoir aborder la vulnérabilité sexuelle. Et c'est vraiment, je pense, ce que nous a appris cette expérience, c'est qu'en fait, il était possible d'en parler avec des femmes primo-arrivantes, là où on pensait que c'était un peu tabou, c'est-à-dire qu'on se disait, bon, on va pas aller parler avec des femmes qui n'ont pas de sexualité de la possibilité que, du fait de leur précarité, elles puissent avoir une sexualité subie. En fait, elles le savent, il est quand même possible d'en parler. Mais bien qu'elles conscientisent ça, certaines sont pas prêtes à aller jusqu'à la contraception, jusqu'à la PrEP, parce que elles se disent ça me concerne pas au moment présent. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison qu'on rencontre souvent, c'est qu'elles n'ont pas de désir de grossesse tout de suite, mais elles ont quand même un désir de grossesse à moyen terme ou pas trop loin. En tout cas, c'est un projet de vie. Et donc la contraception, quelque part, c'est mettre un frein à ça. Et voilà, si une grossesse arrive, elle serait accueillie positivement par ces femmes. Donc même si c'est pas un projet immédiat, elle ferme pas la porte à, comment dire, voilà, à ce qui peut arriver dans la vie. Et donc c'est pas si grave de pas avoir de contraception. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon sentiment clinique, mais après ça serait intéressant de creuser ça par un travail qualitatif un petit peu plus poussé peut-être. On continue les questions donc avec une question pour Madame Eubanks. Alors, au niveau de l'étude que vous avez présentée, est-ce que vous pouvez revenir sur les motifs de recrutement de ces nouvelles personnes intégrées? Est-ce qu'elles étaient seulement basées sur la PrEP ou est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui étaient associés? Et à partir des résultats que vous avez présentés, est-ce que vous auriez des éléments sur lesquels vraiment insister pour déployer la PrEP dans le contexte d'Afrique de l'Ouest et souligner peut-être les éléments les plus importants des résultats de votre étude? Oui, donc il y avait genre 3 grands liens de recrutement. Donc c'était d'abord les patients des cliniques qui étaient pour la plupart déjà recrutés dans le SEM. On avait aussi via des associations identitaires locales qui ont aidé avec le recrutement aussi. Puis le troisième, c'était les réseaux HSH, donc les amis, les partenaires. Voilà. Puis le deuxième partie,
Alors, on vous entend assez mal. Est-ce que vous pourrez rapprocher votre micro? La deuxième question, c'était sur les éléments que vous pourriez souligner à partir des résultats de votre étude sur les moyens de déployer la PrEP dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez montré qu'une offre de santé plus globale permettait de recruter un profil un petit peu différent, peut-être un peu plus à risque. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez et peut-être des conseils pour pouvoir le mettre en œuvre? Oui, ouais, je pense que tout ce qui est santé globale, c'est l'essentiel. Mais je pense que ce qu'on a montré ici, c'est que l'aspect communautaire aussi, c'est très important pour le recrutement. Aussi, l'utilisation des périodicateurs, tout ce qui est observance, de revenir au centre, c'est très important aussi. Très bien, le soutien communautaire et les périodicateurs comme levier de déploiement. Très bien. Alors, pour clôturer cette session, un petit rappel, notamment suite aux échanges qu'on a pu avoir avec le docteur Assis sur la présence du groupe Facebook PrEP-Dial, qui même si c'est un relais communautaire, rassemble beaucoup de personnes francophones, qui permet la contradiction et qui lutte contre la désinformation et qui donc pourrait être identifié comme une source fiable. Voilà. Je vous remercie. J'espère que cette session a été éclairante pour l'ensemble des participants et je remercie l'ensemble des intervenants. Bonne fin de conférence à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.